Alex, en explorant ton site, tu y exposes des formations sur des états de conscience extraordinaires. Moi, je sais c'est quoi, mais peux-tu expliquer ce concept-là de qu'est-ce que c'est que des états de conscience extraordinaires? Oui, c'est une bonne question. C'est rare que les gens me la posent. En fait, je vais y aller avec les états de conscience plus connus ou plus habituels. Ça, c'est tu sais, peur, colère, joie, stress, appréciation, etc., etc. Puis, il y a des gens qui pensent que joie, amour, puis appréciation, c'est des états de conscience extraordinaires. Si on va à un très haut niveau d'intensité, je dirais oui, mais pour moi, un état de conscience extraordinaire, euh, sont juste appelés comme ça parce que, de mon point de vue, c'est des états normaux qui devraient être naturels, mais je les appelle comme ça parce que la plupart des gens les vivent juste pas ou très, très, très rarement. C'est pas ce qui est ordinaire. C'est ça, Justement. c'est ça, exact. Du fait qu'ils sont exceptionnels dans la fréquence ou dans le pourcentage de gens qui les vivent, je les appelle extraordinaires, mais des états de conscience extraordinaires, c'est un petit peu plus, exemple, si une personne vivait ce qu'on va appeler le silence mental ou le silence intérieur pendant 1 heure, une journée, une semaine, ça veut dire il n'y a plus de blabla mental, le hamster ne tourne pas, il n'y a plus beaucoup de pensées. C'est vraiment libre et silencieux. Ça change vraiment l'expérience humaine quand on le vit. Mm-hmm. Puis ça, il y a peu de gens qui le vivent dans notre société moderne. Ouais. Ce qui fait que ça le qualifie comme un état de conscience extraordinaire. Fait que ça, c'est un exemple. Un autre exemple que j'ai étudié avec un gars qui s'appelle Grant McFitridge, puis lui, ça fait comme 30 ans qu'il étudie juste ça. Ouais. Les états de conscience extraordinaires, lui, il veut les rendre permanents parce qu'il trouve que c'est plus sain que les états normaux. Je suis d'accord avec lui. En fait, j'ai le même but que lui, puis je fais de la recherche là-dessus moi aussi. Un des exemples d'états que j'ai déjà vécu pendant 2 semaines, c'est un état que lui il appelle l'état de sommeil minimal. Puis la personne la plus connue dans la francophonie qui vit ça, c'est Grégory Charles, le chanteur, animateur et autres. Là, il a fait tellement d'affaires. Homme à tout faire. Ouais, c'est ça, l'homme à tout faire. Puis une personne dans cet état-là, un humain normal, dort entre 7 et 9 heures pour se sentir bien. Ouais. Une personne dans l'état de sommeil minimal dort 3-4 heures. Mais ce qui est moi, je trouve le plus extraordinaire, c'est pas ça. C'est que parce que plein d'humains sont capables de dormir 3-4 heures en se sentant pas bien. Mm-hmm. Mais dans cet état-là, la personne adore 3-4 heures, mais elle a de l'énergie pendant 20 heures. Ouais. C'est un haut niveau d'énergie. Puis quand j'étais dans cet état-là, c'était fascinant parce que, mettons, on allait marcher pendant 2 heures, là, tout le monde était fatigué, là, il regardait la télé ou peu importe. Moi, je me cherchais quelque chose à faire. Là, après que les enfants étaient couchés, après que j'avais brûlé les enfants puis qu'ils étaient couchés, là, Nancy était couchée parce que Lucie était fatiguée. Moi, il me restait quand même 3-4 heures d'énergie. Pas de temps libre, oui, de temps libre, mais d'énergie pour faire quelque chose que je voulais vraiment, de productif qui demandait de la concentration. Ouais. Fait que si un humain s'imagine, tu sais, l'humain, mettons, souvent, il tombe fatigué à 3 heures, là, ou peu importe, là, le slump d'après-midi. Mais là, on s'imagine, ça n'existe pas, puis tu as de l'énergie jusqu'à 2 heures du matin, tu te relèves à 6 heures, tu as une énergie très élevée jusqu'à 2 heures du matin, puis c'est comme ça tous les jours. Mm-hmm. Yes. Ça, j'appelle ça un état de conscience extraordinaire, puis la caractéristique principale, c'est la vitalité. Puis là, il y en a d'autres comme le silence, mais ça crée beaucoup de paix. Ça donne un peu plus de vitalité, mais vraiment pas comme l'état de sommeil minimal. Et toi, étant le rechercheur justement de ces trucs-là, j'ai eu l'opportunité d'aller chez toi, je travaille avec ta femme également, puis tu es souvent dans le sous-sol, justement. puis j'ai demandé à Nancy, je dis, hey, qu'est-ce qu'il fait dans le sous-sol, tu sais? Puis il dit, il s'entraîne, il trouve des techniques, il fait de la recherche, il va passer d'un état à l'autre, non. Est-ce que tu peux nous parler de ta routine, justement, comment ça que tu as développé autant de techniques, puis combien de temps tu passes à t'entraîner, justement? OK. Ma routine, elle change quand même souvent, fait que je vais essayer de donner comme un approximatif général. Habituellement, je me lève, on prépare les déjeuners puis les lunchs pour les enfants, dans le sens ça fait partie de la routine. Dès que les enfants partent pour l'autobus ou qu'ils sont à l'école, moi, je m'en vais dans le sous-sol. Puis là, ma routine a changé un peu parce que j'ai un pays ce que vous voulez, ce qui s'en vient, mais fait que je regarde mes messages, je réponds à mes messages, mon équipe, tout ça. Dès que j'ai fait ça, j'embarque dans ce que j'appelle mon entraînement olympique, c'est-à-dire que j'explore des états de conscience. Puis comment je fais pour en trouver? Ben, je fais des recherches. Fait que je lis des livres, tout ça. Puis dès qu'il y a une personne qui décrit un nouvel état de conscience, soit que si on a une technique, je l'apprends, ou j'en crée une maintenant que je sais que cet état-là existe parce que je ne le savais pas avant. Puis je m'emmène moi-même dans cet état-là. Puis là, ce que je fais, c'est que j'essaie de découvrir à quoi il sert, c'est-à-dire c'est quoi les caractéristiques de l'état, puis qu'est-ce que je pourrais faire de cool avec ça. Yeah.
Puis des fois, je peux pas faire grand-chose de cool avec un état, il faut que je le mette de côté, mais quand je peux trouver des bienfaits vraiment impressionnants, je me pratique à aller dedans jusqu'à temps que je suis capable d'aller dedans en 1, 2, 3 secondes. Puis là, je l'utilise pour faire des activités dans la réalité, puis je remarque comment ça change mes résultats. Fait que ça, c'est une grosse partie de l'entraînement que je fais. En termes de ce que j'appelle du travail intérieur, je fais 1 à 3 heures par jour selon comment je suis occupé. Comme le week-end, j'en fais moins. Ouais. Mais je m'approche 2-3 heures par jour les jours de semaine. Puis des fois, je fais un 7 heures là, quand il n'y a personne à la maison ou peu importe. Puis en gros, c'est beaucoup aller dans des états de conscience, faire du travail intérieur que les gens appelleraient soit résoudre des traumatismes ou des chocs ou des stress ou des conditionnements, c'est-à-dire devenir plus libre. Puis un des autres trucs que je fais beaucoup, c'est que je me suis rendu compte que ce que les gens appellent le travail énergétique, là, tu sais, que les gens connaissent le Tai Chi, Qigong, ces affaires-là. Moi, je parle très, très précisément quand on y va bien en fou là-dedans, en profondeur, puis on se met à ressentir précisément les mouvements d'énergie. On peut faire des trucs assez fascinants. Puis moi, je m'entraîne à générer tout le temps une plus grande quantité d'énergie dans mon corps physique. Je parle pas de l'énergie là, pour faire des jogging. Là, je parle ce que les gens essayent de développer quand ils font du Qigong, là, le même genre d'énergie, mais vraiment l'intensifier dans le ki, vraiment le rendre très, très fort dans mon corps, parce qu'après, on peut faire plein de trucs. Les maîtres de Qigong qui pratiquent 2 heures par jour, souvent, ils ont l'air 20 ans plus jeunes que leur âge, ceux qu'on peut rencontrer qui ont, mettons, 70 ans. Puis ils peuvent faire des trucs fascinants, là, des fois. Ils font disparaître l'émotion d'une autre personne en 1 minute. Ils font plein de trucs qui seraient supposés être impossibles. Mais là, moi, j'ai tellement été exposé en voyageant sur 3 continents. Je le sais que c'est possible. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Mais là, après de l'avoir vu puis vécu, l'étape qui restait, c'était de pratiquer pour développer mes compétences. Comme un golfeur, Tiger Woods, il a commencé à 3 ans, puis il pratiquait comme je sais pas combien d'heures. Là. As-tu l'impression que les états d'être, puis là, je suis pas dans mon questionnement, mais j'aime ça parler technique, enfin, avec quelqu'un, là, d'aller vraiment dans la technicalité de fréquentiel, par exemple. Est-ce que tu as, de ton point de vue, est-ce que tu peux nous expliquer si tu vois ça comme étant des fréquences? Tu sais, comme tous les états d'être sont-ils des fréquences qui existent déjà puis qui ont toujours été là? À découvrir, mettons. Je penserais que oui, dans le sens que les premières personnes qui vivent un état puis qui nous disent que ça existe, avant, ils ne savaient pas que ça existait, puis ils l'ont vécu soit spontanément en faisant un jeûne, peu importe la raison. Fait que j'ai l'impression que ça existe tout déjà, parce que c'est comme comment tu fais pour créer une affaire que tu sais même pas qu'il existe, que tu sais même pas que tu peux. Ça devient comme un peu impensable qu'un humain crée un nouvel état. Ça existe-tu peut-être? Puis quand on se met à lire aussi large ou chercher vraiment large, les chamans puis tout ça, on se rend compte que tout le monde raconte des similitudes, ils prennent juste des mots différents. Fait que le chaman dit la même affaire que le yogi, qui dit la même affaire que les maîtres de Qigong. Fait que c'est tellement universel, les caractéristiques des états de conscience de haut niveau, que je suis obligé de croire que c'est comme ça existe déjà. Moi, j'appelle plus ça des réalités que des fréquences, mais à un moment donné, ça revient tout à la même chose si on étudie la physique quantique, mais j'appelle ça une réalité parce que quand on passe d'un état de conscience normal ou de haut niveau à un autre, ça peut changer complètement notre expérience humaine, incluant nos décisions normales quotidiennes. Fait que pour moi, c'est comme si je passais d'une réalité quantique à une autre. Puis ça peut changer tout, autant dans le bon sens que dans l'autre. Là, si tu passes du silence intérieur à dépression profonde, ça va changer tes décisions quotidiennes puis tes actions. Peut-être pas dans le sens que tu veux, mais c'est radical. Puis là, pour vraiment comprendre pourquoi j'appelle ça une réalité entière, c'est plus facile en étudiant des extrêmes. Fait que, tu sais, amour inconditionnel versus dépression profonde ou anxiété, mettons, intense. Là, on remarque que ça change tout. La personne devient paranoïaque en anxiété, elle s'empêche de faire plein d'affaires. Elle a 18 000 rituels pour se rassurer. La personne dans l'état d'amour inconditionnel. Ça va bien, là. Absolument. Tu sais, tout le temps bien, peu importe. Même quand il y a des gros problèmes, elle est bien. Fait que, tu sais, le contraste des réactions humaines, des comportements puis des choix automatiques dans chaque état de conscience est précis et prévisible. Fait que je sais que la personne dans l'état de silence intérieur, elle ne réagira pas comme la personne dans un état de créativité de haut niveau. Puis elle ne fera pas les mêmes actions, puis elle n'aura pas les mêmes élans non plus. Tu sais, nos élans qu'on pense naturels, spontanés, là, absolument, ils changent selon l'état de conscience.
Ça me fait penser, il y a beaucoup de mots qui me reviennent cette semaine. Je ne sais pas si c'est parce que j'anticipais ta venue, mais le mot navigation à l'intérieur de la réalité me vient beaucoup cette semaine. Puis je dis, ouais, c'est mon marketing qui va changer prochainement ou je me connecte, dans le fond, j'ai l'impression que je suis en train de taper in, moi, de mon côté, sur la capacité de naviguer à travers les fréquences. Justement, puis chaque navigation, la navigation se fait par, justement, de ouverture finalement à monter à une autre fréquence, une autre perspective qu'elle donne un état. T'sais, l'état à cet endroit-là, il est déjà là. J'ai pas besoin de le créer, ça se crée tout seul. Exact. C'est un peu comme c'est l'action-réaction. La réaction, dans le fond, du fait que je me suis connecté sur cette fréquence-là me donne cet état-là et non pas l'inverse. Mais l'inverse aussi est vrai également, où est-ce que je peux forcer l'état, pouf, je me ramasse dans une fréquence. Ouais. Fait que c'est la séquence dans laquelle on y va, puis moi j'ai une séquence que j'utilise tout le temps, qui est de dire, OK, il y a les croyances. Les croyances vont filtrer de tout ce qui existe, les perceptions. Fait que là, tu vas recevoir du data qui va être traité de façon physique. Puis là, ben, tu vas avoir le choix de l'interpréter comme tu veux. Tu analyses selon ton conditionnement inconscient-conscient, positif, négatif. Puis après ça, réaction émotionnelle, les pensées, les actions, les résultats qui valident toute la patente. Mais je parle à quelqu'un qui est très dans ses émotions, puis qui est très intuitif, puis qui me regarde, puis fait comme... Ça marche pas pour moi, cette affaire-là. Complètement. Moi, je suis capable de générer une émotion, puis communiquer par mes émotions, un petit peu plus télépathe, puis être complètement à un autre endroit, dans la même réalité que moi. Fait que je me dis, OK, c'est pas 100% du temps que ça fonctionne, cette affaire-là, puis it seems to go both ways. Oui, puis ben, en fait, c'est qu'il y a plein de portes d'entrée pour les états de conscience. Fait que oui, on peut jouer avec les croyances, on peut jouer avec les perceptions, on pourrait jouer littéralement avec la relation du corps à la gravité. Puis un de mes chercheurs préférés, c'était Robert Masters, là, il est décédé. Puis lui, dans le temps, là, on recule dans les années 60, il y avait une sorte de harnais qui attachait les gens de partout. Puis là, il ajustait les tensions, puis tout ça, jusqu'à temps que la personne tombe dans un état où la gravité pesait égal partout sur son corps. Ouais. Puis dès que la personne s'était alignée comme ça, elle tombait dans une sorte d'état, là, on va appeler ça comme de méditation ultra profonde, une personne qui dort mais qui est encore réveillée. Fait que c'est peut-être des ondes delta qui apparaissaient dans le cerveau, il n'y avait pas les appareils dans le temps pour mesurer. Puis là, dans cet état-là, il pouvait faire des affaires hallucinantes parce que c'est comme si c'était le meilleur sujet hypnotique au monde devant toi. Puis son état est maintenu par un appareil physique qui est un état de zéro gravité. Fait que pas besoin d'être bon en induction ou en hypnose. Là, tu as juste à être bon à faire des suggestions. Exact. Fait que ça, c'était une approche très, très physique. Il y a les approches chimiques, il y a les approches méditatives, on peut utiliser le mental, les émotions. Moi, j'utilise ce que j'appelle les questions dirigées beaucoup parce que je trouve ça facile. Tu poses une question que juste pour répondre à la question, la personne est obligée d'aller dans l'état de conscience sans s'en rendre compte. Puis là, on fait juste amplifier à partir de ça avec les questions. Fait que ça, c'est le chemin, je dirais, le plus simple quand j'arrive avec des humains qui ne connaissent pas ça, le plus simple que j'ai trouvé qui a un taux de réussite très élevé. On peut, 15 minutes, puis les gens commencent déjà à le faire. Fait que ça, c'est un de mes chemins préférés. Puis pour moi, l'effet des états de conscience ou des fréquences, je me l'ai prouvé plein de fois, mais un qui est vraiment hallucinant, c'est je regardais un atelier, puis là, c'est là longtemps, j'avais peut-être juste un réseau de 300 courriels. Là, j'étais peut-être plafonné avant inscription. Puis là, je faisais mes trucs de marketing dans le temps que je savais pas ce que je faisais. Puis ça avançait pas, là, tu sais. Je rentrais une inscription par 3-4 jours. Puis là, à un moment donné, j'étais tanné parce que ça avançait pas. Puis là, je me suis fait une technique. Ça a vraiment changé mon état. Puis le lendemain, j'ai eu 16 inscriptions. Mais sur la grosseur du réseau, puis, tu sais, j'avais passé au travers des acheteurs, là. Ça faisait comme longtemps que je les achalais, par répétition. Pourquoi le lendemain de l'intervention, il en rentre 16 dans, tu sais, puis là, on y va à l'échelle très petite que j'étais à 20 inscriptions. C'est comme si ça a monté de 75% en 24 heures, juste parce que j'ai fait une technique qui a complètement changé mon état par rapport au peu d'inscriptions qu'il y avait à mon goût. Ouais. Là, ça a fait paf! J'ai fait comme, wow, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis par rapport à tout ce que tu dis, puis naviguer la réalité ou la vie ou l'expérience humaine, ben, il y a un modèle que j'aime beaucoup, même si ce n'est pas la vérité absolue, c'est l'échelle des niveaux de conscience de David Hawkins. Puis ce que j'ai vu dernièrement, il y a un entrepreneur canadien, puis il y en a un autre, là, que je ne sais pas, il y a un pays européen, puis les deux parlent des niveaux de conscience en entreprise. Fait que parce que David Hawkins, c'est le fun, mais c'est très, très
conceptuel. Tu sais, on lit le livre, c'est comme, OK, je comprends, ma tête comprend, mais je ne sais pas quoi faire avec ça. Il y en a entrevue, si tu l'as vu en vidéo, c'est pas full marketer. Là, non. Non, lui, c'est un psychiatre, puis tu sais, il fait pas de la business comme ça. C'est pas populaire pantoute, là. Non, c'est ça. Il a vendu beaucoup de livres parce que Wayne Dyer l'a aidé. Là, mais, sauf que là, les entrepreneurs se sont mis à dire, OK, mais je comprends son modèle, comment on peut l'appliquer justement dans nos relations avec les clients, dans la culture d'entreprise, dans le développement. Puis là, ça devient intéressant quand on comprend, OK, il y a différents niveaux de conscience, là, comme une échelle, puis plus on va haut, plus que c'est effortless d'avoir des résultats. Autrement dit, j'ai moins d'efforts à faire pour avoir des plus grands résultats. Puis c'est ça que je vis moi aussi. Plus je travaille à monter dans les fréquences ou le niveau de conscience, plus j'ai l'impression qu'en 1 heure, j'accomplis des grands résultats qu'avant me prenaient une semaine ou peut-être peu importe, là, mais j'avais l'impression de, tu sais, j'escalade l'Everest avec un pick-up strappé au torse. Puis c'est ça le feeling là, pour avoir des résultats. Ouais, tu sais, Puis du succès, puis là, c'est comme, bon, ben, tu sais, j'ai dit ça à telle personne, il est arrivé ça, j'ai écrit ça, puis là, ben, il y a plein d'inscriptions. Puis oui, c'est sûr, mon réseau a grossi, mais même à ça, là, si ça t'intéresse, j'ai une histoire de conversion à un moment donné, là, on verra, mais qui se peut pas, tu sais. Fait que là, je peux pas le mettre sur la grosseur de mon réseau ou les affaires qu'on pense en temps normal de marketing. Puis moi, je le mets sur les niveaux de conscience et les fréquences parce que j'ai pas d'autres explications. Les autres explications ne tiennent pas la route. Là. Parlons d'explications justement par rapport à la mécanique. Je suis dans la croyance que tout s'explique si tu avais la perspective de cette information-là. Qu'est-ce que tu crois, toi? Est-ce que tout est mécanique? Est-ce que tout est ficelé ensemble? Oui. Je te dirais que oui, on peut expliquer presque tout puis percevoir une mécanique. En même temps, puis là, avant, c'était juste les gens spirituels qui parlaient de même, mais là, plus les physiciens quantiques font des tests puis des expériences, plus ils se mettent à parler comme des mystiques. Fait que oui, on peut expliquer la mécanique de tout, mais il semble avoir quelque chose de vivant en arrière de tout ça que certains vont appeler Dieu, l'infinité, la vie ou whatever, qui génère des surprises puis des imprévus qui ne fit pas tout le temps dans la mécanique. Fait que oui, on peut expliquer beaucoup. Je ne suis pas capable de dire qu'on peut expliquer 100% parce que même les scientifiques les plus intelligents qui sont considérés comme les génies les plus avancés, ils ont de la misère avec certains phénomènes. Puis là, peut-être juste qu'ils n'ont pas encore perçu la mécanique, mais comme on ne le sait pas si c'est ça ou si c'est pas ça, ben, tu sais, fait que oui, la majorité des choses s'expliquent, puis peuvent être perçues consciemment, s'expliquer et justement être appliquées dans la réalité avec des résultats prévisibles, oui. Définitivement. Est-ce que tu suis justement les changements qui sont en train de sortir? Quand je dis changements, les nouvelles recherches au niveau du quantique? Ben, je ne suis pas complètement à jour, mais c'est sûr que je suis ça, je dirais, en parallèle pour la simple raison que tout ce qui explique le fonctionnement de l'univers explique, de mon point de vue aussi, l'expérience humaine. Puis vu que je travaille avec l'expérience humaine, ça m'intéresse. Tu sais, à un moment donné, quand on réalise le fonctionnement de certains phénomènes qui n'étaient pas expliqués il y a 20 ans, ça nous permet plus de possibilités en tant qu'humains qu'on n'avait pas avant. Puis à un moment donné, j'ai l'impression que même la conscience, le spirituel, puis le mécanique technologique s'en va vers une fusion qui fait que ça va juste tout être dans la même conversation où les gens disent, ben oui, la conscience influence la matière ou ben c'est plus de la matière parce que tu vas au plus petit, c'est des molécules, puis là tu vas au plus petit, puis c'est des ondes. Puis la conscience, selon ce que tu mets dedans, influence le comportement des ondes qui sont finalement les molécules, qui sont finalement la réalité physique. Fait que, de mon point de vue, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que ça fusionne. Je sais pas quand. Pour créer une nouvelle science, pratique, philosophie. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. As-tu l'impression que c'est de endgame, dans le fond? OK, on a fait le tour de la 3D au complet. Next? Ben, je sais pas si c'est le endgame parce que là, moi, je n'ai pas encore rencontré personnellement, mais j'ai des personnes en qui j'ai confiance dans le sens, je pense pas qu'ils me mentaient, qui ont été en Inde puis qui ont vu, exemple, une personne qui lévitait puis trop haut pour que sa robe cache un bâton puis les trucs de fakir. Fait que tant qu'on n'est pas tout en train de léviter, se téléporter puis résurrectionner du monde, ben on n'est peut-être pas rendu au endgame. Si on n'est pas rendu à ce niveau-là de maîtrise, entre guillemets,
on peut encore jouer longtemps au jeu de la vie. Avant que moi, je considère qu'on a atteint le niveau final. J'ai le goût de te parler plus toi, perso, de ta passion pour la recherche. Puis, d'où tu penses que ça vient, ce goût-là de rechercher, de pousser la machine à fond, de t'entraîner comme un Olympien au niveau du développement personnel? C'est quoi la source de ça? Il y a 2 sources que je peux déceler à l'enfance, puis après ça, ça a pris, je vais appeler ça des expériences avec de l'aide extérieure pour que ça grandisse. Mais les 2 affaires, c'est quand j'avais entre 7 et 10 ans, je te dirais. Quand j'étais dans l'une puis je rêvassais, j'étais déjà dans mes rêves imaginaires en train de sauver des vies ou changer du monde, whatever. Mais dans le temps, j'étais un super-héros. Je faisais pas du développement personnel. Mais il y avait tout le temps ça avec pas de, je rêvais pas d'être payé. Je rêvais, c'était juste comme j'aide des vies, j'aide des humains, fait que ça, c'était là. Là, je te dirais, quelque part dans l'adolescence, je me suis mis à souffrir beaucoup pendant super longtemps jusqu'à une partie de l'âge adulte. Puis c'est la souffrance intense qui m'a fait aller vers le développement personnel à 19 ans. J'avais des symptômes de fibromyalgie, fatigue chronique déjà à la fin de l'adolescence. Puis je savais pas ce que c'était ça, puis je savais pas ce que j'avais, mais je souffrais physiquement, puis j'avais de la dépression qui était comme mélangée du fait que je pouvais pas faire plein d'activités. Puis là, ça m'a parti dans santé, développement personnel, comment ça marche, comment je fais pour arrêter de souffrir. C'était ça mon seul motivateur au début, c'était comment je fais pour arrêter de souffrir, point. Il n'y avait pas de changer des vies ou whatever. Là, à force de suivre des formations, là, j'ai suivi Richard Bandler pendant 10 ans, un des 2 créateurs de la PNL. Là, je regardais et je faisais comme hey, ça doit être vraiment gratifiant son travail parce que lui, il sait qu'il change des vies, il voit qu'il change des vies, puis il est payé en plus. Ça a l'air cool. Tu sais, moi, je pose du pavé uni, là. J'ai mal au dos, je fais 50 heures par semaine au gros soleil, là. Je bois 4 litres d'eau, puis tu sais, je me peux plus. Puis lui, il est là, puis il change des vies, puis il est payé. Tu sais, moi, je fais de la recherche gratuit, je paye pour faire de la recherche. Lui, il est payé pour faire le même job. Là, je capotais. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait OK. J'avais encore l'affaire de mon enfance de vouloir aider du monde, mais tu sais, au début, c'était pas une idée de carrière. Mais là, quand je voyais aller, surtout lui, là, parce que lui, je voyais qu'il changeait des vies, j'ai décidé à commencer de donner des petits ateliers là, dans 3 personnes dans la salle municipale de Sainte-Mélanie, que je gagnais moins que ce que je payais en location de salle. Là, c'était ça le début. Tu donnais. Je donnais à la municipalité de Sainte-Mélanie. Il faisait au moins 10 $ de profit à chaque fois. Non, il faisait 25, puis moi, je faisais 15, fait que je perdais 10. Mais oui, puis quand je shiftais quelqu'un, entre guillemets, parce que je n'étais pas si compétent au début, oui, ça me donnait une sorte de sentiment incroyable de wow, j'ai vraiment aidé quelqu'un. Ça me faisait plus triper que un party ou recevoir de l'argent ou aller faire n'importe quoi. Là. Fait que ce feeling-là, bien fort, il est devenu un moteur. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai passé 10 ans avec Bandler, qui, lui, il cherchait tout le temps à développer ses compétences, puis qui, dans toutes ses métaphores, puis ce qu'il nous enseignait, ça m'emmenait à juste devenir un crinqué. Fait que, 10 ans dans ce genre d'environnement-là, ça a fait qu'après, la PNL elle faisait pas ce que je voulais. Autrement dit, elle faisait plein d'affaires, mais pas mes buts. Ce que moi, je voulais, elle le faisait pas. Fait que là, je me suis mis à ratisser large, mais là, j'étais déjà crinqué, rendu là, j'étais comme, OK, Bandler fait ça. Il règle des phobies en 5 minutes, on va essayer de le faire en 3. J'étais rendu comme vraiment. Moi puis mon ami, j'étais là avec mon ami, on a fait plein de cours avec lui, puis on disait, là, on essaye de battre notre record. Là. Bon, à quelle vitesse on peut régler une phobie, puis là, on était sur une autre affaire, à quelle vitesse on peut, tu sais. Fait que, à force de se lancer des défis de même, mais c'est juste qu'on pétait nos croyances limitantes à chaque fois. Ouais. À chaque fois qu'on réussissait, on disait, ah, mais je pensais que ça allait être plus long. Il n'y a pas de limite là-dedans. C'est ça. Éventuellement, puis là, après, je suis tombé dans les affaires fous de d'autres affaires que là, je sais pas si je peux embarquer là-dedans parce que je connais pas ton public, ça. Mais tu sais, là, ce que je raconte, régler des phobies en 5 minutes, je trouve ça banal parce que je fais des affaires même plus flyées que ça. Mais tu sais, oui, à date, j'ai pas trouvé de limite. Puis ça fuel, tu sais, ça me nourrit parce que je suis comme, OK, je pensais que c'était impossible, là, je le vis. Dans mon corps, là, pour de vrai. OK, quoi d'autre qui a de l'air encore plus impossible qui est faisable? Tu sais, là, c'est le temps en question qui est... Je finis plus, là, tu sais, à un moment donné. Définitivement.